L'affaire Epstein. On pense tous connaître l'histoire, n'est-ce pas? Un réseau de crimes sexuels, les élites impliquées. Mais et si tout ça, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va décortiquer une analyse qui suggère que derrière l'horreur se cache quelque chose de bien plus grand, une véritable opération de contrôle politique. Pour bien comprendre cette perspective, il faut vraiment garder cette phrase en tête. C'est la clé de tout. Elle nous met sur la piste. La question devient alors, est-ce que le scandale sexuel, aussi terrible soit-il, n'était finalement qu'un immense écran de fumée? Un écran pour cacher une mécanique de pouvoir beaucoup plus vaste. Bon, alors, première étape de cette analyse, il va falloir regarder au-delà des gros titres. L'idée de fond, elle est assez simple. Toute l'attention médiatique s'est concentrée, et à juste titre, sur les crimes sexuels, des actes bien réels, absolument tragiques. Mais la thèse ici, c'est que cette focalisation intense aurait pu servir de diversion, une diversion pour masquer une histoire politique avec des conséquences, elles, bien plus graves. On se retrouve donc avec deux récits qui s'affrontent. D'un côté, l'histoire publique, celle que tout le monde connaît, le réseau d'abus sexuels, et de l'autre, l'argument de la source qu'on analyse aujourd'hui. Pour eux, tous ces détails sordides ne sont qu'une distraction. Le vrai but, c'était de compromettre des individus puissants pour les forcer à agir contre les intérêts de leur propre nation. Mais on peut se demander comment un tel système peut-il fonctionner? Eh bien, l'analyse pointe du doigt un levier psychologique très puissant, le principe de transgression. En gros, c'est ce besoin qu'auraient certaines élites de se sentir intouchables, au-dessus des lois. Et c'est précisément cette faille psychologique qui aurait été exploitée pour les attirer dans le piège. D'accord. Donc une fois que le piège est tendu, comment ça se passe concrètement? On va regarder de plus près la mécanique de contrôle qui aurait été mise en place. Alors, voilà le processus. C'est décrit comme un cycle en 4 étapes quasiment implacables. D'abord, on attire la cible. Ensuite, on enregistre tout, en secret bien sûr. Puis, on utilise ces enregistrements comme moyen de pression. Mais attention, le point crucial, c'est la dernière étape, le contrôle. Le but, ce n'est pas juste de compromettre quelqu'un. Non, la compromission, c'est l'outil. L'outil pour forcer la cible à livrer des secrets ou à trahir son pays. Et là, on arrive à un point absolument fondamental de cette analyse. C'est qu'un réseau de cette ampleur, avec des cibles aussi importantes, ne peut tout simplement pas exister sans une protection au plus haut niveau de l'État. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas juste l'affaire de quelques individus, non, il s'agirait d'une véritable opération de renseignement clandestine. Alors si on part du principe que c'est une opération d'État, la question devient évidente. Quel État? Qui tire les ficelles? Qui sont les marionnettistes dans ce théâtre d'ombre? Et c'est là qu'on voit un contraste saisissant. D'un côté, on a l'image publique d'Epstein, le financier richissime, super bien connecté, l'habitué de la jet-set. Et de l'autre, l'affirmation de la source, un agent de longue date des services de renseignement israéliens, le Mossad, dont toute la vie de milliardaire n'aurait été qu'une couverture. D'après cette analyse, son implication dans le monde du renseignement ne daterait pas d'hier. Non, ça remonterait aux années 80, à l'affaire Iran-Contra. Plus tard, il serait devenu un agent clé pour Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien. Et le plus glaçant dans tout ça, c'est que la mort d'Epstein ne met pas fin à l'histoire. Loin de là. Toutes les données compromettantes, elles existeraient toujours, et seraient toujours entre les mains des services qui ont monté l'opération. Le levier de chantage est donc potentiellement toujours actif. Et l'analyse va même plus loin, elle est très précise. Elle ne parle pas du Mossad en général, mais pointe du doigt une faction bien particulière, les sionistes révisionnistes. C'est-à-dire, en gros, une frange très dure, très nationaliste, héritière politique de l'ancien Premier ministre Yitzhak Shamir. Ce seraient eux les architectes de l'opération. D'accord, donc on a vu le comment et on a une idée du qui. Reste la question la plus importante, le pourquoi. Quel était le but final de ce système de chantage absolument gigantesque? Et la réponse, selon cette perspective, elle est très claire. L'argent, c'était la cerise sur le gâteau, un moyen, pas une fin. Le vrai trésor, le vrai objectif, c'était l'information et le contrôle. Un but purement géopolitique, pouvoir influencer les décisions de personnalités clés à travers le monde et, bien sûr, mettre la main sur des secrets d'État. Pour rendre ça plus concret, la source donne un exemple, celui de Peter Mandelson. Il faut se rappeler que cet homme, c'était le numéro 2 du gouvernement britannique, quelqu'un d'extrêmement puissant. Et l'allégation, c'est qu'une fois piégé, il aurait livré des informations ultra confidentielles sur la réponse du Royaume-Uni à la crise économique de 2008. Imaginez la valeur de ces infos, des milliards. Et ces milliards, selon la source, auraient directement profité à l'État d'Israël. Et c'est là que l'analyse prend une dimension encore plus large. Elle ne s'arrête pas là, elle connecte directement l'affaire Epstein à la grande bataille qui se joue en ce moment pour, ni plus ni moins, remodeler l'ordre mondial. Alors pour suivre le raisonnement jusqu'au bout, il faut comprendre le point de départ de l'analyse sur l'Union européenne. Dans cette vision des choses, l'UE n'est pas vraiment vue comme une structure souveraine, mais plutôt comme une création des États-Unis après la guerre, dont le but était de former un bloc contrôlé par les Américains pour faire face à l'Union soviétique. Et si on regarde la stratégie de Donald Trump à travers ce prisme,
tout s'éclaire. Son approche, qui consiste à ne pas traiter avec l'UE en tant que bloc, mais à parler directement à chaque pays, eh bien ça prend un tout autre sens. Il chercherait en fait à démanteler cette vieille structure de contrôle pour que les nations européennes retrouvent leur pleine souveraineté. Et voilà, la boucle est bouclée. Le fameux combat contre l'État profond, le Deep State, ce serait en fait ça, selon cette grille de lecture, un combat contre ces réseaux de chantage qui tiennent les élites. La logique est assez directe. Si on fait tomber ce système de contrôle par la compromission, alors les structures qui reposent dessus, comme l'Union européenne dans cette vision des choses, risquent de s'effondrer avec. Au final, tout ça nous laisse avec une question fondamentale qui résume bien toute cette analyse. À chaque fois qu'un scandale de cette ampleur éclate, il faut se demander qu'est-ce qu'on nous montre vraiment? Et surtout, qu'est-ce qu'on nous cache? Parce que parfois, la partie la plus visible de l'iceberg est peut-être aussi la meilleure des distractions.